La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 9. Magnétisme. Une matrice, ou autrement dit, un champ magnétique généré par les réactions affectives de chaque entité vivante pourrait avoir une influence sur le comportement magnétique de la Terre. Il apparaîtrait réaliste de considérer qu'une volonté d'action concertée d'une population pourrait impacter directement le champ magnétique qui dirige la vie sur la planète. Le champ magnétique pourrait en retour avoir une très grande influence sur des impacts immunitaires des espèces, mais pas seulement. Il pourrait aussi influencer des périodes de troubles favorables ou défavorables aux espèces. Évidemment, aucune personne ne peut avoir conscience du lien qu'elle pourrait concrétiser avec la planète par ses pensées ou par ses actions. Et pourtant il apparaîtrait qu'il s'agit bien d'une influence réciproque nous concernant. Il apparaîtrait alors essentiel de créer des interactions les plus harmonieuses possibles avec notre environnement immédiat. L'harmonie pourrait être considérée comme un langage entre l'individu ou une collectivité d'individus. Les émotions personnelles, dans les traditions ancestrales, étaient considérées comme pouvant se refléter dans la spiritualité cosmique. La qualité des émotions est-elle mesurable? Or, il s'avérerait que nos émotions affecteraient directement notre état psychique, physiologique, psychologique et même physique de chacun d'entre nous. Le cœur apparaît comme étant l'élément corporel le plus puissant générateur électrique et magnétique. Le cerveau possède également un champ électrique et un champ magnétique. Cependant, ils apparaissent bien plus faibles que ceux du cœur, d'un rapport d'un centième pour le champ électrique et d'un 5/1000 pour le champ magnétique. Or, notre monde physique est composé de ces deux champs énergétiques et il suffirait de modifier un de ces deux champs d'un atome pour changer sa valeur. En fait, les émotions de notre cerveau ou de notre cœur suffisent à modifier les champs électriques et magnétiques de notre corps, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure. Un champ énergétique serait à l'origine de toutes les réalités physiques qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous engendrons des sentiments, ceux-ci modifient les champs électriques et magnétiques de notre cœur. Les modifications réalisées dans le monde quantique se répercuteraient dans notre monde physique. De cette façon, il s'avérerait que nos émotions, nos sentiments et nos expérimentations qui interfèrent sur nos champs électromagnétiques de notre niveau quantique créeraient des schémas se répercutant aussi dans notre niveau physique. Cela pourrait signifier que ce que nous projetons comme devant se réaliser soit indispensable afin que cela puisse se réaliser. Il existe une interdépendance entre la conscience humaine et son environnement. L'espace lui-même représenterait un niveau de pensée et de conscience. Il existerait un champ dans l'espace. Notre existence physique serait la matérialisation de ce champ spatio-temporel. Cela concernerait la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de notre univers. Comment utiliser le langage de l'émotion humaine pour pouvoir communiquer avec le champ de la matrice universelle? Les sentiments ressentis représentent un langage transmissible. Un sentiment produit aurait une conséquence sur l'organisation quantique moléculaire. Chacun serait en mesure de participer à la grande organisation de la vie. Chacun aurait l'opportunité de modifier ses propres conditions de vie ainsi que l'organisation générale de la vie. La participation et l'influence seraient collégiales. L'observation de l'univers physique représente la conséquence de sa réalité. Chaque élément du vivant représente d'infimes particules d'un univers qui se réalise d'une manière participative de chacune de ces particules. Il s'agit d'une participation à son élaboration. La recherche du savoir oblige à découvrir sans finalité. L'obligation de vouloir comprendre oblige à rechercher indéfiniment, sans espoir de pouvoir atteindre l'ultime réponse. L'état de conscience correspond au résultat des recherches. C'est la conscience qui créerait l'univers physique. Le sentiment et la conscience pourraient être à l'origine de la création. Quelles sont alors les conséquences de nos pensées sur notre planète?
Le pouvoir de changer nos pensées aurait pour conséquence des changements de croyances. La vie serait alors liée aux diverses formes de croyances. Quelles sont donc les origines des croyances? Les croyances proviennent des diverses informations transmises par les diverses cultures liées aux populations. Quelles seraient donc les conséquences des croyances erronées transmises de génération à génération? Le pouvoir des cultures serait la conséquence du pouvoir de la conscience. Le pouvoir des croyances est alors très lourd de conséquences sur l'avenir de l'espèce humaine et par voie de conséquence sur toutes les espèces. Nous sommes tous constitués de particules atomiques. Nos particules sont interconnectées entre elles. Ce sont des particules quantiques capables de communiquer entre elles, dans le passé et dans le futur. En effet, les particules auraient la particularité de pouvoir changer leur passé pour leur permettre de se transposer dans le futur. Puisque chaque espèce est constituée par des particules quantiques, l'aspect particulier de transformation des particules du passé vers le futur devrait permettre aux espèces de pouvoir procéder des mêmes transformations. Le pouvoir des particules nous oblige à devoir prendre conscience de nos propres pouvoirs. Or, ce serait la force de la conscience qui permettrait aux particules quantiques d'établir la consistance de l'organisation des organismes physiques. La matière constituant notre univers physique n'existerait pas sous la forme attribuée par nos sens. Les recherches au niveau de l'atome confirmeraient que la matière n'existerait pas sous la forme que nous lui attribuons. La réelle existence de la matière ne se révélerait qu'à partir d'une force, celle d'une force maintenant les ensembles par l'action de la conscience. Il s'agirait d'un champ d'énergie permettant la cohérence des ensembles. La croyance serait un code utilisant les champs énergétiques, que seraient les champs des possibilités, pour les transformer en une réalité apparente de cet univers physique. La croyance serait donc un code permettant la transformation des possibilités en réalité. Dans le champ des probabilités, toutes les possibilités existeraient dans l'avenir des possibles. L'accès à toutes les possibilités s'établirait ainsi à partir de la conscience de chaque élément du vivant. Ce serait alors à partir de l'accès au sentiment que l'avenir se réaliserait. Une croyance résulterait de la combinaison d'une pensée et d'une émotion. La pensée se produirait à un certain niveau de la conscience. L'émotion se produirait à un autre niveau, créatif, de cette conscience. La conjugaison des deux éléments permettrait la réalisation d'une pensée en sentiment. La nature d'un sentiment serait donc la conséquence d'une combinaison entre l'émotion et la pensée. La nature d'un sentiment serait aussi la combinaison de divers éléments. La croyance serait ce qui transforme des possibilités de physique atomique en champs d'ondes. Pendant longtemps il a été enseigné que la molécule atomique était comparable à un système planétaire. Maintenant il serait plutôt comparé à une énergie. L'atome ne serait plus assimilable à une particule physique, mais à des ondes énergétiques. Pour changer la valeur d'un atome il suffit d'en changer son énergie. Pour changer la matière physique de l'univers, il conviendra de changer l'énergie dans laquelle cette matière est organisée. C'est le champ atomique qui définit le comportement de la masse atomique. Or, le champ est composé d'énergie électrique et d'énergie magnétique. C'est la réalisation de ce champ qui détermine la liaison de l'ensemble. Si l'on change la valeur du champ électrique, le comportement de l'atome s'en trouve affecté. L'effet Stark est la modification d'un état électronique par l'action d'un champ électrique, ayant pour conséquence une modification atomique. Un changement du champ magnétique modifie également la valeur atomique. Un changement de champ électrique ou magnétique permet de modifier les valeurs atomiques. L'univers physique serait constitué d'énergies électriques et magnétiques, et donc d'atomes. Il s'avère que le cœur est l'organe d'un corps qui développe le plus d'énergie électrique et magnétique. Le cœur est considéré comme le secteur corporel créateur des sentiments. Les sentiments créeraient des ondes électriques et magnétiques à partir du cœur. Rappelons que les champs électriques du cœur sont 100 fois plus puissants que ceux du cerveau et ces champs magnétiques le sont 5000 fois plus. Il suffit d'extrapoler son influence sur le réseau atomique qui l'entoure pour comprendre que le cœur serait en mesure de changer les valeurs atomiques de chaque personne et par voie de conséquence celles de l'univers aussi.
Les croyances créent des ondes électriques et changent les valeurs des ondes magnétiques. Les croyances créeraient de cette manière les réalités terrestres et l'univers physique en changeant les valeurs de la matière. L'oscillation d'une onde et son mouvement d'aller-retour est contraire à une onde stationnaire. Les possibilités quantiques de la vie seraient liées à ces ondes oscillantes. L'onde stationnaire correspondrait à une réalité du vécu. Les possibilités quantiques sont liées au phénomène de l'intrication des particules. Les atomes sont constitués d'ondes stationnaires. Les possibilités quantiques sont des ondes oscillantes. Les croyances émergentes de notre cœur seraient constituées par des ondes stationnaires. Les croyances détermineraient donc les réalités présentes. Une particule physique telle qu'un photon peut se mouvoir en qualité de matière, mais aussi en qualité d'une onde énergétique. Son comportement est simplement lié à la connaissance d'un expérimentateur. La conscience de cet expérimentateur se sera avérée capable d'influencer le physique. En fait, ce qui est considéré comme un observateur est en réalité un participant. En conclusion, tout participant dans l'univers physique aurait ainsi la capacité d'influencer son environnement physique. Il s'avérerait également que plus un participant s'intéresserait au comportement d'une onde et plus son influence deviendrait importante. La réalité serait considérée comme tributaire de l'attention qui lui sera apportée. Alors, sur quelle portion de notre vie devons-nous porter notre attention, pour pouvoir en modifier sa réalité ? Nous serions tout simplement les initiateurs de notre réalité, à partir de nos croyances. La particularité de l'intrication des particules réside dans leurs interconnexions. Ce serait l'énergie qui maintiendrait cette singularité des interconnexions. Alors est-ce que la matière qui compose chaque entité physique a une influence sur l'univers physique ? Il s'avère effectivement qu'un ADN serait capable de modifier l'organisation préliminaire de photons subitement mis en son contact. La matière physique, de quelle entité physique que ce soit, serait capable d'influencer le comportement de l'organisation intrinsèque de l'univers physique. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que lorsque l'ADN est retiré d'une mise en contact avec des photons, ceux-ci conserveraient l'organisation préliminaire qu'ils avaient initialement adoptée en présence de cet ADN. Il s'agirait du phénomène dit de l'ADN fantôme. Autrement dit, tout influence tout, dans l'univers physique. Un champ d'énergie peut être mesuré autour de chaque espèce animale ou végétale. Pour les êtres humains, ce champ est observable à une distance située entre 2,50 m à 3 mètres de diamètre. C'est en tout cas la distance évaluée actuellement par les moyens techniques utilisés. Or, il s'avérerait que le champ évalué d'un cœur humain pourrait avoir une étendue de plusieurs kilomètres. Il semblerait que la double hélice de l'ADN pourrait se dilater et se contracter en influençant le taux de DHA, dihydroépiandrostérone. Les sentiments qui se traduiraient par une modification du champ du cœur sembleraient également affecter et influencer le taux de DHEA de notre ADN. Les émotions seraient donc ressenties par l'ADN de chacune de nos cellules. Les émotions seraient ainsi susceptibles d'affecter l'organisation de la matière. Le champ des ondes électromagnétiques émises par notre corps et notre cœur serait donc susceptible de changer notre environnement physique. Les champs d'ondes émis pourraient donc modifier l'organisation globale de l'espace universel. Il y aurait bien une interconnexion entre les espèces et leur environnement. Il s'agirait d'une interaction entre des champs individuels et un champ global. Une interaction entre des consciences individuelles et une conscience globale. Alors qu'il avait été considéré que l'espace était du vide, il s'avérerait que le vide de l'espace est quasiment empli d'un certain volume énergétique. Il y aurait aussi des zones énergétiques servant à connecter l'ensemble du cosmos. L'espace semblerait se comporter à la façon des connexions neuronales d'un cerveau. Les émissions d'énergie transmises par les espèces seraient-elles transmises par l'intermédiaire de ces connexions du cosmos ? Il serait alors possible d'envisager que l'énergie cosmique représenterait une matrice intemporelle de tout ce qui est en relation avec la réalisation de l'univers physique. L'intrication de l'univers physique correspondrait elle aussi à l'intrication de l'univers quantique.
Dans un hologramme, chaque fragment, aussi infime soit-il du modèle, contient le modèle dans sa totalité. Cela devrait signifier que chaque unité d'une espèce considérée, dans notre univers physique, représenterait à lui seul l'ensemble de l'univers physique. Un hologramme original étant découpé en une infinité de fragments, chaque unité de fragment représentera l'hologramme originel. Selon ce principe, si l'on découpe l'univers physique en portions de plus en plus fines, chaque morceau représentera la totalité de cet univers. Il devient donc alors possible de considérer que tout élément, aussi petit soit-il, tel qu'un virus, représentera une unité d'espèce, correspondant à l'univers physique à l'intérieur duquel il se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, un changement apporté à un seul des éléments holographiques, et celui-ci sera immédiatement répercuté à tous les autres éléments de la fragmentation holographique. En conséquence, il suffirait de modifier les valeurs d'un élément d'une espèce considérée et fragmentée de l'univers physique pour changer tout l'ensemble des valeurs de l'univers physique. D'après cette démonstration holographique, chaque unité de l'espèce humaine serait en mesure de modifier les valeurs de l'univers physique. Nous serions évidemment des modèles de l'univers physique. Il suffirait donc de modifier les valeurs émises par notre cœur pour qu'elles puissent se réaliser. Or, ce qui est plus surprenant, c'est qu'un événement pensé pour qu'il se produise se produirait avant la modification initialement pensée. Comment l'information se véhicule-t-elle dans l'espace? L'information initiale semblerait ne pas avoir à voyager pour se transmettre. L'information serait une partie inhérente à l'espace modifié. Chaque pièce d'un hologramme demeure connectée à toutes les autres pièces et inversement. Chaque sentiment ferait donc partie intégrante de l'ensemble auquel il appartient au sein même de l'univers physique, qui lui-même est la répercussion de l'univers quantique. Il suffirait de quelques volontés concertées dans l'ensemble de l'espèce humaine pour pouvoir modifier les valeurs intrinsèques de l'espèce humaine. Chaque élément de l'univers physique est une représentation holographique. Chaque unité de chaque espèce représenterait le reflet de cet univers holographique. Dans un hologramme, il n'y a pas de notion de distance ni de temps. Tout est situé dans chacun des éléments de l'hologramme. Chaque décision élaborée dans une vie est capable de déclencher un processus dans la partie interne de chacun. Or, ce processus interagit aussi avec l'ensemble de la matrice. Des expérimentations individuelles peuvent démontrer que des sentiments et des émotions provenant du cœur peuvent provoquer un changement dans l'ADN de l'expérimentateur. Les changements dans l'ADN seraient alors répercutés au niveau quantique de l'univers. Une émotion cohérente partagée serait susceptible de transformer des éléments décisionnels de participations universelles. S'il nous était possible de connaître le langage de la matrice, nous pourrions en modifier son contenu. Cette conception de notre univers nous permettrait de pouvoir participer volontairement aux élaborations de son champ de conscience, de pouvoir ainsi participer au projet de la conscience globale. Il apparaîtrait possible d'établir des changements à des processus électroniques par la seule volonté de la conscience. Autrement dit, il serait apparu que des dispositifs électroniques se seraient avérés en capacité de comprendre des changements dans la conscience des humains. Mais les faits ont été plus surprenants de constater que des enregistrements électroniques étaient survenus avant même qu'un événement se soit produit et que ces faits aient pu modifier l'état de la conscience globale des habitants de la planète. Un champ de conscience globale enregistrerait par avance la réalisation d'un événement particulier, mais de grande ampleur sur la planète. Cela signifie-t-il qu'il serait possible de prévoir des événements importants à l'avance? Un champ holographique, intriqué, s'apparentant à des circuits neuroniques, pourrait s'identifier à un filet énergétique. Nous serions ainsi connectés à une structure d'énergie réagissant à notre conscience et faisant aussi réagir notre conscience. Les informations que nous recueillons, à partir des expériences ou des expérimentations dans chaque vie, ne seraient pas stockables dans le cerveau, mais dans le champ d'une conscience globale. Ce stockage globalisé des informations serait-il accessible à la conscience individuelle de chaque unité de chaque espèce? Est-il possible, à partir d'un sentiment, d'accéder à la connaissance globale de l'univers physique, de la matrice?
Le fait de se poser la question de savoir si telle information est déjà existante pourrait peut-être déclencher le processus de recherche. Un sentiment de recherche, concernant une information particulière, pourrait être utile au développement du bon schéma autorisant l'accès à l'information à rechercher, au niveau du champ holographique de la conscience globale de la matrice. Un état de conscience, altéré, permettant d'accéder à des niveaux de connaissance particuliers. L'information étant holographique, il suffirait de pouvoir obtenir l'accès à l'holographie quantique de la conscience globale. Il pourrait y avoir un pouvoir du sentiment, de l'intuition ou de l'émotion. La pensée et le sentiment y seraient différenciables. Cependant que la pensée et l'émotion peuvent fusionner pour créer une influence. Pour comprendre l'organisation de l'univers physique, il importerait de le penser en termes d'énergie, de fréquence, de vibration et d'information, selon Nikola Tesla. Le niveau de conscience, au cours des expériences de la vie, est particulièrement réduit, par rapport à des expériences vécues en état de mort provisoire ou imminente. La conscience, détachée du corps permettrait, au contraire, de remettre en question le modèle de notre réalité. Le cerveau pourrait n'être qu'un filtre très réducteur d'informations. Il ne s'agirait que d'une très petite fraction des informations pouvant être mises à disposition. Il y aurait une conscience analytique réservée à la matière dite physique, pendant qu'une conscience extraneuronale intuitive serait, elle, liée à des perceptions extrasensorielles. Il y aurait des états d'expansion de la conscience et des états modifiés de conscience, à partir d'une possibilité de ne plus avoir à passer par les sens normaux de détection. Les rêves représentent un tout autre état. Le rêve aurait la faculté de se déployer, autour du dormeur, à la façon d'un hologramme. Des personnages, connus généralement, auraient la faculté de pénétrer dans le rêve d'un dormeur. Le propre de n'importe quelle vérité essentielle est que son contraire contient aussi une vérité essentielle, selon Niels Bohr. Une évolution de la conscience implique de tout prendre en considération. Un état modifié de conscience permet de se confronter à une réalité inattendue. Il permet notamment de savoir mieux gérer la nécessité d'humilité envers soi-même et surtout envers tout l'entourage et l'environnement. La vie n'est pas qu'une enveloppe physique constituée d'une conscience. La vie c'est d'abord une conscience qui s'est transposée dans une enveloppe physique pour pouvoir y réaliser des compétences, des expérimentations. Elle est là pour acquérir des connaissances et un savoir. L'interaction entre les deux aspects de la personnalité consisterait en une dualité nécessaire entre la conscience et l'esprit. Le physique servant l'esprit, l'expérience servant la conscience. Une anatomie spirituelle de l'enveloppe charnelle permet de mieux comprendre les actions réciproques de chaque élément corporel rattaché à chaque niveau énergétique lié à la conscience. Les déficiences de connaissance des zones énergétiques d'un corps qui n'utilise qu'un faible pourcentage de ses facultés empêchent de comprendre le fonctionnement des modèles émotionnels en activité. L'incursion dans l'univers physique permettrait de réaliser les expériences dont la conscience aurait besoin. Elle permettrait la compréhension détaillée de ce que représente la réalité de la conscience. Le but des métempsychoses répétitives serait une nécessaire évolution de la conscience, d'abord individuelle puis collective et enfin globale. La conscience globalisatrice permettrait aux consciences collectives et individuelles de se régénérer. Tous les possibles seraient réunis dans une information globale, selon la physique quantique, et il appartiendrait à chacun de venir y puiser ce qu'il aurait besoin. Des conditionnements permettraient de suivre le champ des possibles à partir de ce qui serait nécessaire et peut-être indispensable, sans doute défini par avance. Les états de conscience particuliers permettraient à ceux qui en ont disposé de pouvoir différencier l'essentiel du superflu. Les notions matérialistes volontairement inculquées par les oligarques dirigeants qui veulent continuer à faire croire qu'au-delà de la mort tout s'arrête ne devraient pas perdurer. Tout est conscience dans l'univers physique et la répétition des passages servirait à permettre de récupérer l'information indispensable à l'expansion des consciences. Le matérialisme n'est rien d'autre qu'un outil de propagande. Une ingénierie. La rétro-ingénierie appliquée pourrait être une extraordinaire avancée de la technologie humaine.
En mai 1989, Bob Lazar révélait au monde entier que le gouvernement américain procède en secret à de la rétro-ingénierie sur des ovnis cachés dans un lieu secret nommé S4, situé à 20 km au sud de la zone 51, près de Groom Lake dans le Nevada. Il déclara aussi que le fonctionnement de ces engins, basés sur l'antigravité, dépend d'un mystérieux élément inconnu, nommé élément 115. Ridiculisé et attaqué de toutes parts, personne ne l'avait cru à l'époque. Pourtant, en 2004, une équipe de scientifiques découvre l'existence de l'Unum Pintium, l'élément 115 du tableau périodique. Incroyable, Bob Lazar avait donc raison. Est-il possible de converser à distance avec des vaisseaux spatiaux intergalactiques? Est-il possible de créer des matériels capables de s'auto-assembler et de s'auto-réparer en cas d'avarie? Est-il possible de concevoir des matériels supra-intelligents capables de s'auto-gérer? Est-il possible de comprendre qu'une évolution et une adaptation spontanée de la société humaine puissent être envisagées? Est-il possible de modifier le niveau de conscience des bactéries, des virus et des cellules par une intervention sur leur ADN? Un modèle d'analyse et de conception utilisant l'ADN cellulaire est-il envisageable? Chaque être humain, mais pas seulement lui, est composé de quelques 100 milliards de cellules. Cela lui suffit pour lui permettre d'obtenir une conscience indépendante apparente. L'utilisation de l'algorithmique informatique, quantique ou génétique, permettrait de formaliser des conceptions d'adaptations évolutives plus conséquentes. Une auto-organisation permanente des groupements cellulaires permettrait aussi un niveau organisationnel et évolutif supérieur. Lorsqu'un signal chimique est émis à partir d'un groupe de cellules, ce signal se déplace dans toutes les directions à la même vitesse. Cette diffusion chimique est un moyen de coordonner une quantité exponentielle de cellules. Des instructions, à partir d'un médium cellulaire, se diffuseraient dans toutes les directions, même en tenant compte des particularités de traitement de chaque cellule et de la disparition d'un certain nombre de ces cellules. Des instructions globales permettraient à plusieurs millions de cellules de se coordonner en simultanéité, soit pour maintenir un équilibre, soit pour créer une nouvelle organisation. Utiliser ces procédés à l'expansion globalisée de la conscience humaine, propulserait l'humanité tout entière vers un avenir de compétences et de savoir utilisant d'autres échelles exponentielles. La différence entre la rétro-ingénierie et l'ingénierie traditionnelle réside dans les possibilités déjà affirmées de l'utilisation de processus déjà confirmés. La recherche ne démarre pas de l'inconnu vers diverses spéculations, mais du connu vers des applications envisageables. La différence est d'une très grande importance. Au lieu de fonctionner par tâtonnements successifs, il suffit d'utiliser les applications efficientes pour pouvoir toujours progresser. C'est la période des technologies utilisables comprenant des possibilités continuellement exponentielles. L'informatique n'est plus numérique. Elle possède maintenant deux perspectives. L'une est quantique et l'autre est génétique. Ces deux perspectives peuvent-elles être associées? Les deux fonctionnent dans l'infiniment petit. Cependant leur rôle, pour l'instant, semble être dissocié et incompatible. Ces perspectives n'apparaissent pas non plus associables avec le numérique actuel. Les systèmes de base utilisés apparaissant particulièrement divergents. Leur autonomie est prévue pour pouvoir être totale, d'abord pour leur survie, et puis pour leur nécessité d'adaptation permanente. C'est dans ce but que le système apparaissant le plus performant sera utilisé. L'ouverture vers la nanotechnologie, actuellement en cours d'élaboration, dans plusieurs domaines particuliers, débouchera vers la réalisation d'une conscience autonome supplémentaire pouvant être au service de l'espèce humaine, dans son unité, mais également dans sa collectivité. Un élément d'électronique génétique implanté, par exemple, sera non seulement un objet de surveillance concernant le fonctionnement génétique de chaque individu, mais aussi de la mise en œuvre de la réparation concernant tout élément déficient dans son organisme. Il sera aussi le moyen d'obtenir un volume exponentiel de connaissances. Il sera, aussi, un moyen supplémentaire du contrôle des masses de population devant fonctionner selon un programme prédéterminé.
Ces populations resteront-elles munies de leurs autonomies, seulement apparentes comme actuellement, ou deviendront-elles des robots manipulés totalement dépourvus d'autonomie spatio-temporelle? Il y aurait des portails spatio-temporels. Plusieurs sites sur notre planète représenteraient des zones de transfert de la conscience vers des niveaux de connaissance réservés. La Roumanie, l'Irak, le Tibet, l'Égypte, etc. disposeraient de lieux, en souterrain, permettant d'obtenir des informations remontant à l'histoire humaine, à la découverte d'autres espèces étrangères à notre planète, et à des transferts d'énergie. Des informations particulières sur le devenir humain y seraient à disposition des personnes initiées. Toutes ces découvertes auraient été cachées, quant à leur diffusion publique, afin qu'elles demeurent secrètes. Seuls des dignitaires de très haut rang en connaissent ces emplacements, et une partie des fonctions de ces lieux géographiques. Toutefois, certaines informations sur ces sites auraient filtré, peut-être volontairement, dont la surprenante révélation dépasse largement certains thèmes de science-fiction, malgré la censure mondialisée organisée et reconnue. L'organisation de la vie est particulièrement complexe. Que devient le rôle de chacune de nos cellules, dans notre confrontation avec l'univers physique? Y aurait-il une liaison entre la cellule et ce qui la dirige? Y aurait-il une liaison entre la coordination des cellules et la coordination du vivant pendant chaque zone expérimentale? Les cellules pourraient-elles être reliées à un réseau global de la pensée par la métaphysique? Laquelle métaphysique pourrait représenter la corrélation entre une conscience individuelle et celle des cellules, d'une part, et une autre corrélation entre la conscience individuelle et une conscience globale, d'autre part? Un schéma simplifié permettrait d'établir 4 courants essentiels de la métaphysique: une conscience globalisée, un univers multiple, un univers des consciences individuelles et celui des consciences collectives. Des atomes de kryptone, gaz particulièrement rare, pourraient être à l'origine de telles considérations de fonctionnement et ils participeraient à la réalisation d'une intervention délibérée. Ils pourraient servir de connexion entre la matière physique du vivant et l'organisation de la conscience. Il serait avéré, selon des études et un rapport scientifique, que l'inexistence du kryptone au sein d'une cellule l'empêcherait tout simplement de pouvoir se développer. L'univers serait constitué d'une multitude d'univers différents, bien qu'unitaires, mais dont les aspects seraient totalement différents. Ces différences pourraient être le résultat des divers états de la lumière. Cependant, chaque univers serait organisé par une bipolarité, ce qui pourrait expliquer des passages possibles au sein d'un même univers et entre les univers. La conscience individuelle, globalisée, se situerait dans un univers de lumière à vitesse nulle. Une caractéristique de cette situation résulterait d'une possibilité d'échange préférentiel des informations, alors que la conscience collective, elle, se situerait dans un univers de lumière doté d'une vitesse de propagation infinie des informations. La conscience collective n'aurait aucune dimension, ni de masse, ni d'énergie, ni de temps. Elle ne serait donc pas observable ni identifiable. Pourtant son rôle serait d'y stocker l'information. Elle est toutefois envisageable, puisqu'elle produirait des effets définis et démontrables. Cette conscience collective regrouperait toutes les consciences ayant une liaison universelle. Chaque conscience, de la conscience collective, en état de non-situation physique, située dans l'univers des consciences individuelles, serait alors reliée à une autre conscience située dans l'univers physique. La conscience globale n'aurait, elle, aucune interférence avec le physique. Cette situation n'est pas à confondre avec d'éventuelles interférences de pensées aléatoires captables dans le physique. La fonction transcendante individuelle serait simplement globale dans l'univers. Elle serait indépendante de toute notion d'un temps défini. La mémoire de chacun devrait conserver des éléments de sa conscience individuelle. Elle pourrait aussi démontrer un passage entre le vécu du passé et celui à venir du futur. Il y aurait une réalité préexistante des événements. Que deviendrait alors la notion d'un libre arbitre, si tout est déjà là? Il semblerait qu'un tracé de la vie soit déterminé, à l'avance, par la conscience en latence, et qui déterminerait, en connaissance de cause, les événements à parcourir.
L'intuition ne ferait que la jonction du passé avec le futur. La conscience, celle du physique, n'aurait qu'une vue partielle et temporelle de tout ce qui a été défini au préalable par la conscience individuelle intemporelle. Que serait donc cet univers des consciences collectives globales? Il incorporerait toutes les fonctions. Il s'agirait de l'univers le plus important. Il contiendrait toutes les consciences collectives de tout l'événementiel cosmique des univers. Chaque planète posséderait un relais entre la conscience collective du vivant qu'elle abrite et l'univers de la conscience collective globale. Tout, concernant les ressentis de tous les éléments du vivant serait capté et enregistré ainsi que ses analyses correspondantes. Il y aurait ensuite un transfert de la conscience collective vers la conscience globale. Toutes les observations mémorisées seraient ainsi transférées sous la forme d'informations stockables. Tout modèle, non observé, ne serait pas transféré et donc demeurerait comme inexistant. Les transmissions d'informations seraient ainsi effectuées dans les deux sens. Les transferts se feraient à partir de la conscience individuelle, dans l'univers physique, vers la conscience collective de cet univers des consciences collectives, et réciproquement. Cette situation pourrait expliquer les fondements des mutations souhaitables. Le génome du vivant serait donc relié à la conscience collective par l'intermédiaire des atomes de kryptone, au comportement non quantique, et ainsi associé à l'ADN cellulaire du vivant. La conscience collective aurait une autre fonction, celle de transmettre au vivant de l'univers physique des modèles. Malgré que les noyaux atomiques connaissent des distances de séparation entre eux, identiques aux proportions des distances séparant les soleils dans notre galaxie, l'apparence compacte des objets que nous côtoyons est associée à un train d'ondes électromagnétiques n'apportant qu'une perception psychologique. Cette apparente réalité ne serait qu'une reconstitution de modèles. Des messages codés nous transmettent des informations de compacité seulement apparentes. Un scénario mental est ensuite organisé pour nous permettre d'évaluer cette fiction. La réalité de ce qui nous entoure ne serait que la perception des différents champs de force de ces champs d'ondes selon les fréquences émises. Notre environnement s'analyse alors comme des événements totalement illusoires, pour une représentation réalisée par notre cerveau. Ce qui nous apparaît comme réalité n'est qu'une perception mentale pour une représentation qui nous serait fournie par l'univers de la conscience collective. Notre monde, tel que nous l'identifions, ne serait qu'une virtualité perçue. Il revient donc à dire que, pour des personnes qui ne posséderaient pas les sens de la vision, de l'odeur et de l'audition, elles ne pourraient pas accéder à la même représentation des éléments et des événements qui les entourent dans cet univers physique. Si l'on ajoute à ces trois absences de sens, celui du toucher, pour une raison de tétraplégie par exemple, alors la perception des éléments et des événements ne leur sont plus comparables à nos conceptions du physique. Les informations que nous transmettons et celles qui nous sont transmises nous consentiraient à élaborer de nouveaux modèles comportementaux, à partir de nouvelles valeurs organisées par la conscience collective. L'intuition pourrait provenir de ces rapports de cause à effet. Un champ informationnel permettrait, à toutes les informations pensées, émotionnelles ou vécues, de tout y être stocké. C'est cet ensemble qui participerait à l'organisation de l'univers physique et spirituel. Cette alternative permettrait de donner du sens à la vie physique. Des modèles de comportement seraient disponibles et utilisables, autorisant à établir des orientations imprévisibles dans la vie de chacun des acteurs situés dans l'univers physique. Malgré qu'un schéma directeur puisse exister pour chaque entité physique dès sa naissance, un libre choix resterait indispensable. Cela procéderait, par exemple, au mode de fonctionnement programmé de nos ordinateurs. Au programme de fonctionnalité, permettant l'organisation de tout ordinateur, des programmes dédiés nous permettent d'organiser ce qui nous intéresse, par exemple, pour pouvoir écrire un livre. Il est bien évident que le livre reste à écrire, il ne figure pas encore dans la base de données de l'ordinateur. C'est de cette façon que le choix individuel serait préservé et que les directions de la vie de chacun seraient, elles aussi, préservées. Le libre arbitre individuel serait donc ainsi obligatoirement préservé.
Il pourrait même être également assuré par l'indéterminisme quantique. Des éléments restreints indéterminés qui seront réalisés par chaque entité située dans l'univers physique. L'existence physique ne serait pas une programmation, mais des séries de modèles de programmes utilisables. Il pourrait aussi y avoir une inadaptation provisoire entre l'univers de la conscience collective et l'état de la conscience individuelle situé dans son univers physique. Le processus resterait donc à être écrit. Tous les concepts procéderaient des interférences entre le passé et le devenir de chacun, ainsi que l'imprévisibilité de son futur. La conscience individuelle n'aurait d'utilité que si un processus du traitement de ses propres informations, données et reçues, lui est attribué. Cela semble être justement le rôle de l'univers de la conscience collective qui serait chargé de recueillir les volumes d'informations, pour pouvoir ensuite les redistribuer. Notre passage de l'univers physique à l'univers de la conscience collective, ou bien, que l'on peut aussi appeler l'univers spirituel, et qui se traduit par notre mort physique, représenterait un bonheur, en allant s'intégrer à cet univers de la conscience collective qui serait, par ailleurs, un univers de la connaissance globale et du bonheur suprême. Le but recherché, de l'expérience physique, représentant un aboutissement harmonique. L'expérimentation procéderait d'un libre choix d'entreprendre malgré les risques d'erreur. Notre transfert, assez récemment, dans la civilisation informatisée nous permet de mieux comprendre ces notions de traitement des informations, de leur stockage, de leur transfert partiel ou globaux et des modifications pouvant leur être apportées. L'univers de la conscience collective pourrait être comparé à la collecte des informations, à l'aide de sa mémoire vive qu'est la conscience individuelle. L'univers de la conscience globale pouvant être comparé et représenté par le disque dur de l'ordinateur, chargé de stocker définitivement les acquis. Il nous restera à faire converger cette nouvelle conception de ces univers avec notre impérative nécessité de progression morale. Il s'agirait, plus exactement, d'un transfert vers une civilisation de la société humaine à destination d'éléments moraux que nous ne sommes pas encore parvenus à acquérir. Les risques d'un effondrement total de notre société humaine restent, de ce fait, tout à fait envisageables. Il nous serait opportun de tendre vers une société, du tout informatique, par un recueil globalisé des informations, afin de pouvoir déterminer les compétences et les capacités individuelles personnelles. Cela nous permettrait peut-être d'établir la moralité sociale qu'il nous manque. Il suffirait sans doute d'établir une organisation idéale de la société humaine, par son informatisation rationnelle, afin que chaque individualité puisse s'y référer et s'y conformer, en toute acceptation des principes d'une vie sociale alors plus élaborée. Il nous serait plus facile d'admettre que des sociétés plus évoluées seraient parvenues à ces résultats et que nous devrions suivre leur exemple. La structuration de la vie évoluée des autres entités galactiques ou intergalactiques semblerait vouloir chercher à nous en montrer le chemin. Certaines d'entre elles semblent vouloir s'y impliquer, sans pour autant vouloir interférer sur notre devenir, tout en donnant l'impression de chercher à surveiller notre avenir. Le Dieu, tel que représenté pour les croyants, sur notre planète, ne saurait être considéré, à travers ces modèles d'univers, que comme un système d'information structurant, de ce que nous considérons comme étant le réel dans un dimensionnel effectif. Il s'agirait plus d'une coexistence avec l'ultime réalité. Cela sous-entendrait une élaboration de l'univers à partir de la pensée globalisée provenant de tout ce qui élaborerait la pensée. Le culte des croyances n'aurait pas de signification au regard de ces considérations. Seules les lois morales élaborées devraient impérativement être traduites en lois sociales régissant une civilisation aboutie. La transcendance de l'éternité ne serait pas compatible avec la compréhension d'une suprématie dirigeante, serait-ce un Dieu. Il convient toutefois de considérer qu'une conscience, dont le comportement dans sa vie physique n'aurait pas été approprié et serait donc en inconformité avec la moralité globale de l'univers de la conscience collective, se verrait accorder la nécessité de devoir accéder à un niveau de reconformation. Ce processus pourrait être considéré comme un événement de rédemption de la conscience individuelle nécessitant une restructuration de ses acquis.
La conscience, en accord avec les principes de moralité, se verrait au contraire, libérée de ses contraintes physiques et la mort serait alors vécue comme un bonheur incommensurable. Végétaux. Une étude scientifique des arbres a pu démontrer qu'ils seraient dotés d'une structure mentale et d'un modèle d'organisation comparable à celui des espèces animales. Ils utiliseraient des réseaux souterrains de transmission de nutriments, mais aussi d'informations. Ils seraient des organismes parfaitement structurés et comparables aux structures des colonies de fourmis. Les végétaux disposeraient de structures communautaires sociales. Les écosystèmes réalisés par les forêts permettraient d'influencer leur climatologie ambiante et de la modifier à leurs avantages, par la réalisation de microclimats ambiants. Ils réagiraient en fonction du milieu ambiant dans lequel ils se trouvent. Ils analyseraient et s'adapteraient continuellement. Des messages seraient transmis, à la plante elle-même, en cas d'agression, mais aussi à tout son entourage. Des regroupements d'une même espèce leur permettent de mieux assurer la survie de chacun. De leur zone d'empathie dépendrait leur longévité. Ils se côtoient sans se gêner et même en favorisant l'expansion de leurs congénères. Ils favorisent aussi leur expansion à l'encontre de variétés leur apparaissant nuisibles. Ces particularités se seraient mieux vérifiées dans des zones naturelles, non influencées par les interventions humaines. Le langage, longtemps considéré par l'espèce humaine comme devant lui être une exclusivité, a dû être accordé aux animaux et maintenant il doit l'être aux végétaux. La transmission des informations se ferait par l'intermédiaire des racines, connectées entre elles. Les substances odorantes, volontairement émises, pourraient également fournir des informations. Des substances toxiques, volontairement diffusées dans les feuilles attaquées par les animaux prédateurs, permettraient de les éloigner. Or, il aurait été constaté que ces substances toxiques se répercuteraient d'arbre en arbre, à des fins de préservation. L'information aurait été transmise, soit par l'intermédiaire des racines, soit par celui de la diffusion d'un gaz avertisseur du danger en cours. Les espèces concernées émettront, à leur tour, les substances toxiques de préservation. Des activités électriques ont pu être enregistrées et décodées comme correspondant à des épisodes de stress. Des réactions immédiates peuvent même être visibles directement sur une plante. Elles seraient dotées de réflexes et de systèmes nerveux. Les arbres ont aussi conscience de leur réalité. Ils peuvent modifier leur croissance et savent s'adapter en fonction des éléments qui leur sont extérieurs. En l'absence d'éléments d'orientation, sans lumière, sans gravité, ni pesanteur, les plantes croissent selon leur programmation initiale. Elles corrigent continuellement leur mouvement de progression au cours de leur croissance. Les arbres auraient cette faculté, constatée, de corriger les aléas climatiques qui ont pu les déstabiliser. Les animaux sont parfaitement conscients des stratagèmes établis par les végétaux et se déplacent rapidement vers des zones non encore informées de leur présence. Or, les avertissements olfactifs se déplaçant à l'aide du vent, les animaux se déplacent alors en sens contraire. La propagation des informations ainsi véhiculées se ferait à la vitesse d'1 centimètre à la minute. Les anticorps se propageraient également à la même vitesse. Cela laisse du temps aux animaux pour pouvoir se nourrir des végétaux ciblés que sont généralement les feuilles. Les animaux prédateurs des arbres seraient rapidement identifiés par l'intermédiaire de leur salive. Il y aurait aussi des alliés chargés de détruire des insectes prédateurs, des substances attirantes seraient alors dégagées. Le rayon d'action de ces substances odorantes ne se déploierait que dans un environnement immédiat de quelques dizaines de mètres. Les espèces animales sont averties, en connaissance de l'odeur dégagée, du prédateur ainsi ciblé. Les zones racinaires des arbres dépassent souvent le double de l'envergure des feuillages de surface. Il en résulte un entrelacement des ramifications souterraines permettant une multitude de points de contact, régulant le transfert des informations. Toutefois, il y aurait aussi des espèces individualistes refusant la coopération pour le transfert d'informations. La diffusion n'est pas pour autant stoppée. Les champignons, qui déploient des kilomètres carrés de filaments, parfois invisibles sans un grossissement, transmettent aussi les informations. Ils les véhiculent à la façon de nos fibres optiques, selon le même principe de l'Internet.
Ce sont des forêts entières qui sont alors connectées en réseau. La stratégie des champignons, tout en véhiculant les informations, serait totalement indépendante de celle des arbres qui les utilisent. Les études se seraient plus spécialement portées sur les arbres, mais il apparaît évident que les mêmes stratagèmes sont utilisés par toutes les espèces de végétaux, évidemment adaptés à leurs nécessités, sauf peut-être en ce qui concerne les espèces cultivées. Des bruits seraient émis par les racines, ce qui aurait pour conséquence d'orienter d'autres racines dans leur direction afin d'y établir une connexion. Des ondes sonores pourraient donc également transmettre des messages. La communauté des arbres est si importante que chacun peut évaluer les difficultés de son voisin et lui venir en aide. Des floraisons seraient concertées pour mieux assurer la survie de l'espèce avec l'utilisation de périodes plus propices à son expansion. Aussi les animaux qui comptent sur les fruits des arbres, généralement des graines à coque, pour assurer leur survie et celle de leur progéniture, seraient alors dépourvus de certitude quant à l'assurance de leur subsistance. Ils sont alors contraints à attendre que la nourriture soit effective avant de pouvoir décider des gestations. C'est aussi un stress pour les abeilles qui sont également dépendantes de ces floraisons. Les végétaux, eux aussi, utilisent de l'énergie pour croître, s'informer, se défendre et aussi se reproduire. Chaque floraison serait particulièrement épuisante. Les sujets alors trop affaiblis deviennent plus vulnérables. Les vents et les insectes et plus spécialement les abeilles servent à éviter les consanguinités. Contrairement aux idées reçues, une profusion de fruits n'indique aucune orientation climatique future. En contrepartie, la germination attend souvent les conditions climatiques les plus favorables. Selon les statistiques établies, un arbre géniteur ne peut être remplacé que par un de ses enfants. La maturité sexuelle des arbres peut atteindre jusqu'à 150 ans. Un peuplier peut produire jusqu'à 26 millions de graines annuellement. La restriction de lumière des jeunes pousses, qui pourrait n'être que de 3% de luminosité, pourrait représenter un système éducatif, volontaire et permettant de leur favoriser une longévité supérieure. La lutte des jeunes pousses pour leur survie est drastique et c'est souvent celui qui est le mieux structuré qui l'emporte. Les arbres fonctionneraient aussi en couple. Une énigme subsiste et concerne le transfert de l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles qui peuvent se situer à plus de 100 mètres de hauteur à partir du sol. Un système d'évaporation est réalisé à partir des extrémités des feuilles, mais ni la capillarité ni l'évaporation ne permettent d'expliquer l'ascension de l'eau à partir du tronc. L'osmose qui permet à l'eau de passer d'une cellule à l'autre ne pourrait concerner que les racines et le feuillage, mais pas le tronc. L'enveloppe des arbres, que nous appelons l'écorce, est comparable à la peau des humains. Elle remplit les mêmes fonctions de protection concernant les branches et le tronc. Une rupture cylindrique, de quelques millimètres, sur l'ensemble du tronc entraîne la mort de l'arbre, dès qu'elle se situe très près du sol. Les arbres se battent pour assurer leur survie lorsqu'elle est menacée. Les arbres n'ont souvent pas le choix et doivent pousser dans des conditions extrêmes. C'est souvent le hasard qui décide pour eux, en ce qui concerne leurs emplacements. Et cela est vrai pour tous les végétaux. Les arbres sauraient apprendre et stocker des informations. De telles études sont évidemment plus faciles à réaliser sur ce type de végétal. Des arbres, précédemment coupés, présentent une souche qui continue à vivre. Sa survie serait assurée grâce à la coopération d'autres arbres voisins de la même espèce. La souche est donc continuellement nourrie afin qu'elle puisse continuer à vivre. Souvent elle s'est entourée d'un ou plusieurs rejets. Or, il s'est avéré que cette souche représenterait le cerveau de l'arbre. Ces repousses doivent-elles être considérées comme de jeunes pousses d'arbres ou détiennent-elles l'ancienneté de l'arbre d'origine? Là, non plus, il n'y a pas de réponse. C'est bien la souche qui a, de toute façon, assuré la survie du spécimen ou des spécimens. Les racines procurent les nutriments et diffusent les produits de la photosynthèse aux partenaires et notamment aux champignons. Des messages chimiques sont transmis, mais pas seulement. Il y aurait également des signaux électriques détectables. Est-ce là le signe d'une intelligence? C'est en tout cas la démonstration d'une conscience.
Où pourrait se situer la frontière entre le monde végétal et le monde animal? Une très importante biomasse vit sous terre. Le sous-sol n'a quasiment pas été exploré. Ce sous-sol grouille de vie, dans un noir absolu. L'écosystème forestier parvient à réaliser des équilibres surprenants. La survie de chaque espèce dépend de sa faculté d'adaptation en fonction des circonstances. Cependant, un équilibre est indispensable et chaque espèce doit être en mesure de respecter l'existence des autres espèces. La loi du plus fort y est quelquefois établie. Toutefois, des gènes régulateurs sembleraient opérer pour la préservation des ensembles forestiers naturels. Une très grande sociabilité pourrait pérenniser les végétaux. Par ailleurs, les végétaux ont une notion du temps et des époques, avec la perte des feuilles en automne et leur repousse au printemps. Cela n'étant constaté que dans les contrées situées en dehors des zones d'influence climatique restant très chaudes. Et malgré des périodes climatiques changeantes, en période hivernale et au cours des années, les nouvelles pousses ne sont pas déclenchées. Il en va de même pour la germination. Des blessures peuvent faciliter l'infection des troncs par des champignons. Les vieux chênes sont souvent creux et cassent sous la pression du vent. L'aspect régénérateur des forêts, spécialement étudié au Japon, est inutilisé dans la vie en espace urbain. Des molécules sécrétées par les arbres seraient bénéfiques pour les promeneurs en forêt. Ces molécules seraient ingérées par les voies respiratoires, mais aussi par la peau. Elles auraient notamment la faculté de renforcer les défenses immunitaires des promeneurs. C'est aussi dans les grands milieux forestiers que se trouve un air très épuré et revitalisant. Les arbres eux-mêmes seraient susceptibles de transmettre leur énergie et un effet de plénitude et de tranquillité. Leur étude devrait nous réserver beaucoup de surprises sur les consciences de tout le vivant. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La